Allez, rien à voir, quoique, on ne parle plus d'Allemagne, mais on parle toujours d'Europe et surtout on parlait de voitures. Je voudrais vous faire réagir à une tweet que j'ai vu passer, émis par Invest in Estonia, donc la structure qui promeut l'Estonie en tant que pays dans lequel investir, qui nous annonçait que la marque Clevron propose le premier véhicule sans conducteur en Europe autorisé à évoluer sur la voie publique dans un pays. C'est alors c'est pas pour transporter des gens, c'est pour la livraison de colis. Pour l'instant, vous connaissez bien la voiture autonome. Je savais pas que l'Estonie était en pointe. Je savais qu'il était en pointe en termes d'état numérique, mais également sur des technologies de demain, voire d'après-demain, la voiture autonome, Erwan. Là, c'est surtout sur la législation qui est intéressante. La législation, d'accord. Sur la voiture autonome, vous avez eu énormément d'acteurs qui ont voulu se mettre dessus, plus d'une centaine il y a 5 ans. Au final, il n'y a que 3 game changers vraiment qui sont restés. Vous avez Waymo, Google, vous avez Tesla et vous avez Baidu en Chine. Et là, du coup, vous avez, en France, on a aussi Navia qui s'en sort très très bien, qui est une start-up lyonnaise, enfin une start-up à plus de 100 salariés, donc je suis plus vraiment une start-up, mais qui du coup tire son épingle du jeu. Mais là, par contre, la question maintenant, technologiquement, c'est presque résolu. Hein. Les ingénieurs de Waymo font rouler leur véhicule, ils ont plus de 17 millions de kilomètres de tests. Et la voiture se désengage moins d'une fois tous les 1000 kilomètres. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de souci d'un point de vue technologique. C'est plutôt d'un point de vue législatif maintenant. Législatif et cognitif. Donc premier pays qui arrivera à ouvrir ses routes de manière globale, à faire cohabiter des conducteurs humains et des conducteurs de silicium, sera le pays qui en fait tout simplement pourra pleinement profiter de cette révolution-là, de tout le bien qu'il pourrait y avoir derrière. Donc là, c'est pour ça qu'on est dans le volet législatif et dans le volet cognitif, c'est le but de ces opérations-là. Mais vous avez aussi aux États-Unis la start-up Nuro qui avait lancé le R1 et maintenant a lancé le R2 de livraison à domicile de pizza. Donc on voit qu'en fait, les véhicules autonomes ont énormément de différentes applications et plus on va en faire rouler sur les routes, plus on va avoir cette adaptation. Donc ce que je dis, c'est que là, cette entreprise d'Estonie, elle n'est pas particulièrement en pointe, sauf que l'État d'Estonie, lui, est plutôt proactif en essayant d'avoir une législation qui favorise ce développement. En plus, l'Estonie, c'est un pays qui a basé toute sa reconstruction après la chute du mur sur la technologie. Donc, du coup, en fait, qui a une espèce d'habitus technologique que nous, on n'a pas forcément, qui n'a pas non plus le principe de précaution et qui a un principe d'innovation à la place. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a cette bataille qui s'engage sur le fait de pouvoir en faire rouler beaucoup plus. La France, en tout cas, là-dessus, c'est dommage parce qu'on est une grande nation automobile. On a, comme je l'ai dit avant, on a des entreprises chez nous qui sortent très bien sur cette technologie-là. Mais il y a plus de blocage. On a une frilosité qui, à mon avis, est en train de nous faire rater complètement le virage. On a encore peut-être la chance de rouler dans des véhicules, dans des Renault alimentés par des Navia, enfin, en tout cas, avec le cerveau Navia. Il faut qu'on ait un peu plus de volontarisme là-dessus, sinon on roulera dans des Baidu, dans des Volkswagen alimentés par Google. L'image de l'Estonie dans l'Union européenne, petit pays, immersion, volontarisme technologique très fort. Oui, exactement, et qui a réussi à se spécialiser, on va dire, sur une niche, ou en tout cas qui a vraiment réussi à être à la pointe. Ouais. C'est la belle réussite post-soviétisme, post-chute du mur de Berlin. Oui, exactement, c'est-à-dire que ça a montré qu'en fait on peut être effectivement à la base un petit pays, ou en tout cas un pays peut-être un peu moins en avance que d'autres, et au final, en ciblant bien, en spécialisant bien, devenir un peu à la pointe, voilà, on le voit sur cette innovation. Allez, j'ai été surpris. Autre sujet, emploi de points. Le gouvernement affiche un grand optimisme pour cette année et la prochaine, programme de stabilité, c'est-à-dire la vision à 5 ans du gouvernement prévoit près de 300 000 emplois salariés supplémentaires cette année en 2021 et 2022. Moi, j'avais cru comprendre qu'on n'avait rien vu précisément sur le marché de l'emploi parce que les faillites, on les attendait compte tenu du soutien, que l'économie allait repartir, mais que ça allait concerner la consommation, mais pas forcément le tissu à la fois industriel et surtout les entreprises de services. Le gouvernement a raison d'être optimiste en matière d'emploi ? Ou c'est un optimisme volontariste compte tenu de l'échéance 2022 On va dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes. En fait. Alors ça, c'est un peu le mot à la mode. Mais en fait, le problème pour nous économistes, c'est qu'en fait, le moment où les difficultés vont commencer, donc on va avoir les défaillances d'entreprises, etc., c'est au moment de la reprise. Donc on va avoir deux effets contraire en fait, où normalement effectivement on devrait là maintenant voir, je vous avais parlé la dernière fois de 22 000 entreprises qui auraient dû entrer en défaillance en 2020 et qui ne l'ont pas été. Là normalement ces entreprises-là devraient tomber au moment de la reprise, au moment où les aides vont s'arrêter. Mais encore une fois, il y a la grande question de savoir quand les aides vont s'arrêter, comment elles vont s'arrêter. On sait qu'on va avoir un chômage partiel, et puis on a déjà un chômage partiel de longue durée qui va encore durer
quelques mois et même quelques années. Donc on voit bien que l'État va chercher à accompagner le plus possible, on va dire, la sortie de crise. Et donc, bien malin, qui veut dire si vraiment... Tout le monde n'est pas d'accord. L'UNEDIC, ils ne sont pas du tout d'accord avec le gouvernement. Ils continuent, ils anticipent encore des destructions d'emplois importantes cette année. Un rebond que l'année prochaine. En 2 mots, votre sentiment sur cet optimisme, il a une dimension un peu politique qui serait compréhensible. Hein, mais... Ça dépend aussi quand est-ce qu'on va ouvrir. 8% du PIB français, ça dépend de la restauration et de l'hôtellerie. Si jamais on rouvre beaucoup plus tard que nos voisins, malheureusement, c'est tous ces emplois-là, c'est plus d'1 million d'emplois en tout cas qui sont concernés directement, qui pourraient être amenés à profiter à nos pays voisins qui eux aussi sont attractifs sur le plan de vue touristique qu'à la France. Allez, pour terminer, la télégrève. IBM, qui tous les ans est l'entreprise mondiale qui dépose le plus de brevets, ils ont inventé la télégrève. En tout cas, ses salariés, absolument. Et compte tenu du sujet, évidemment, ça se passe en France. À 9h43, ce vendredi matin, certains des 78 salariés ayant répondu à notre appel à la grève numérique ont commencé à envahir la salle de la plateforme Webex du comité d'entreprise en se connectant de manière intempestive, a raconté le délégué CGT à l'AFP. On a entendu des bip-bip lorsque les télégrévistes se sont connectés avant de se faire couper l'accès. Bref, il se réjouit d'un exploit d'avoir réussi à mettre en grève numérique près de 80 cadres français travaillant pour un groupe américain. Ça se passe dans le cadre d'une annonce de suppression de postes d'un peu plus de 1000 postes, un quart des effectifs d'IBM en France. La télégrève, c'est le monde de demain. Révolution sur le marché du travail, révolution dans le dialogue social. Alors c'est pas nouveau. Il y avait une télégrève déjà il y a 2 ans en Italie. C'est pas la première. Ça avait fait moins de bruit. C'était dans le Piémont, c'était plus rigolo. Mais non, mais c'est marrant aussi. Mais ce qui est marrant, c'est que je pense que les syndicats commencent à comprendre qu'en fait le télétravail pour eux c'est la mort. Enfin c'est la mort de la représentation syndicale telle qu'on l'a aujourd'hui. Le travail se déspatialisant, la représentation syndicale ne peut plus être purement spatialisée. Certains l'ont compris, d'autres l'ont pas compris. Donc je pense. Mais puis 78 salariés. C'est pas un chiffre colossal compte tenu du fait que chacun... C'est pas en faisant faire des bip-bip comme ça qu'on arrivera à faire avancer la cause sociale. Sachant que la quasi-intégralité des 5000 salariés d'IBM France sont chez eux. Hein, donc effectivement, c'est compliqué. Un commentaire Oui, non, c'est vrai que le télétravail en fait, va probablement changer les rapports au travail, les rapports même à l'appartenance à une entreprise, même en sentiment d'appartenance entre salariés même. Et c'est vrai que du coup, ça peut vraiment changer la notion de syndicat, en fait, d'appartenir à un groupe, donc avoir des intérêts communs. Vous restez chez vous, vous ne voyez jamais vos collègues. Difficile de dire est-ce qu'on a un destin en commun, une cause à défendre ensemble. Donc c'est vrai que ça va changer probablement ces rapports. Voilà, la télégrève, on s'incruste dans une réunion Zoom, en l'occurrence Webex, ça dépend des plateformes. Voilà, voilà, il faut se mettre au goût du jour. Là aussi, merci messieurs d'avoir été à mes côtés ce soir, on en reste là. Merci à vous, très bonne soirée. C'est Eva Actre, manette de l'émission toute la semaine prochaine. Moi je vous retrouve dans 8 jours, mais lundi, et évidemment l'été Smart comme d'habitude. Très bon week-end.